Salut Sixtine. Salut, comment ça va? Ça va et toi? Oui, super. Je voulais te remercier d'avoir pris le temps de venir sur le podcast. Merci à toi, parce que je sais pas si les gens le savent, mais on m'avait jamais fait ça pour m'inviter sur un podcast. Et c'est vrai que tu me l'aurais proposé par message, j'aurais sûrement pas fait parce que j'ai pas le temps. Mais là, je me suis dit pour l'effort, parce qu'en gros, j'avais reçu une lettre. Je sais plus qui de mon équipe me l'avait donnée. D'ailleurs, je crois que tu l'avais donnée à quelqu'un de mon équipe, oui, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Qui me l'avait donnée pour m'inviter sur le podcast. Et j'avais jamais vu ça. Je me suis dit, alors ça, putain, c'est osé, mais dans le très bon sens du terme. Je me suis dit, je dois faire ce podcast rien que pour la félicité d'avoir osé faire un truc comme ça. Merci beaucoup, ça m'a touchée. Mais pour la petite histoire, je me suis dit, ok, ça faisait 1 an que je te voulais sur le podcast, mais je me suis dit, elle est hyper prise, ce qui est normal. Comment je peux faire pour qu'elle vienne? Et là, le hasard fait que j'ai pu rencontrer quelqu'un de ton équipe et je me suis dit, mais là, je suis obligée en fait. Avec ma petite lettre, je l'ai écrite. C'est énorme, ouais, c'était énorme. Je l'ai toujours la lettre sur mon bureau. C'est vrai? Ouais, je l'ai toujours. Tu pourrais la mettre dans un petit cadre. Vraiment. Je me suis beaucoup demandé comment commencer cet épisode. Parce que c'est ce que je te disais un petit peu en amont, j'ai écouté beaucoup de choses sur toi. Et je me suis dit, ok, qui est cette fille? Plus que ce que tu fais, de ce qui est incroyable, de tout ça. Je me dis, qui tu es derrière? Et il y a un truc qui me fascine énormément avec toi, c'est que tu le dis, et j'ai l'impression que tu l'incarnes vraiment, que tu t'en fiches du regard des autres, que tu as l'air d'avoir super confiance en toi. Je voulais savoir si tu avais toujours eu ce rapport-là avec toi, d'être à l'aise, d'en avoir rien à faire. Est-ce que c'est quelque chose que tu as travaillé? Alors, c'est quelque chose que j'ai longtemps travaillé. Moi, à l'inverse, quand j'étais plus jeune, j'avais pas du tout confiance en moi. J'étais en surpoids. Les gens se moquaient de moi à cause de ça. Donc non, moi, j'étais pas du tout à l'aise. Je reviens de loin. Mais justement, parce que j'ai vraiment touché le fond à ce niveau-là, j'ai vraiment appris à apprendre à avoir confiance en moi en prenant soin de moi et en travaillant dessus. Donc, en fait, en faisant du sport, en travaillant en fond, en devenant meilleure que les autres dans des domaines, en allant plus vite que tout le monde, en me démarquant. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, j'ai appris confiance en moi. Parce que aussi, plus tu es épanoui, plus tu te construis, plus tu plais aux gens autour. Donc, plus ça t'aide. Et en fait, au bout d'un moment, tu arrives à un stade où moi, aujourd'hui, c'est vrai, effectivement, le regard de gens que je ne connais pas, mais j'en ai vraiment profondément rien à faire. Moi, je fais les choses pour moi, pour mon entourage. Ceux qui ne me connaissent pas, je leur dois rien. Qui m'apprécient, qui ne m'apprécient pas, je ne vais pas être impactée par ce qu'ils pensent de moi. Est-ce que quand tu étais plus jeune, du coup, tu souffrais énormément des remarques qu'on pouvait te faire? Oui, bien sûr. Ça a été très, très difficile, je m'en rappelle très bien. Aujourd'hui, je m'en suis vraiment complètement remise. Mais ça a été très, très dur parce que tu es rejeté par les gens pour quelque chose qui n'est pas vraiment de ta faute. Parce que généralement, quand tu prends du poids ou qu'à l'inverse, tu perds beaucoup de poids, c'est parce que tu n'es pas bien psychologiquement. C'est pas parce que tiens, tu t'es dit je vais arrêter de bouffer ou tiens, je vais trop bouffer. Ça se passe jamais comme ça. Et moi, c'était beaucoup lié à la séparation de mes parents. Je m'étais réconfortée dans la nourriture, donc j'avais pris du poids. Et puis, comme tu n'es pas bien dans ta peau, en fait, c'est un cercle vicieux. Et donc, les gens me rejetaient pour ça alors que j'y pouvais rien. Et donc, c'est très, très dur d'accepter ça. Et puis après, les mentalités ont évolué en même temps que j'ai déménagé en Suisse. Et en Suisse, au lycée, on ne m'a jamais fait aucune critique sur mon poids. Donc, et comme en plus, je commençais à être vraiment heureuse là-bas, naturellement, j'ai perdu du poids sans atteindre un poids que je voulais vraiment avoir, mais qui était déjà une vraie amélioration par rapport à comment j'étais avant. Et il y a des remarques que tu te souviens qui t'ont blessée à ce moment-là et qui te restent en tête? Parce que tu vois, par exemple, moi, quand j'étais plus jeune, au collège, je me considérais pas en surpoids, mais en fait, les remarques que les gens me faisaient ou le regard que les autres portaient, ça m'a laissé des traces. Et il y a des phrases qui me sont restées. Enfin, je me souviens, un jour, il y a un garçon, il m'a dit « Je pourrais jamais sortir avec Maëlys parce qu'elle est trop grosse pour moi ». Et tu vois, ça, c'est des remarques, même si on se construit et qu'après, on apprend à s'en détacher. Est-ce que toi, c'est des phrases qui te restent ou des fois, tu sais, ça te revient furtivement et tu dis « Non, c'est bon, c'est passé ». Non, ça me revient pas. Je me rappelle très bien de certaines phrases qui sont pas forcément très originales. C'est les mêmes que tout le monde, je pense, que tu reçois, tu vois, patates, tout comme ça. Ah oui, quand même, c'est dur. Ouais, non, moi, vraiment, c'était hard. C'était vraiment hard. Et en plus, souvent, les gens ne le faisaient même pas pour être méchants. En fait, ils le faisaient pour rigoler, sauf qu'en fait, c'est pas drôle, tu vois. Et en plus, moi, je suis une hypersensible, donc j'étais très mal très vite. Enfin bon, c'était tout un truc. Non, aujourd'hui, ça ne me revient pas parce que j'ai atteint... je sais très bien que je suis plus du tout en surpoids. Là aujourd'hui j'essaie juste de peaufiner ça pour atteindre entre guillemets un point idéal qui n'existe pas d'ailleurs, mais de me sentir vraiment bien, ce que j'arrive à faire de plus en plus et je suis vraiment pas loin de ça. Mais du coup je sais que là on peut pas me dire que je suis en surpoids aujourd'hui, et puis surtout je sais que j'ai compris plus tard, en fait c'est à ce moment là aussi que ça a vachement changé psychologiquement, c'est que les filles très minces c'est pas forcément ça ne plaît pas forcément de manière universelle à tout le monde. Et moi j'ai remarqué que comme j'avais des formes, ça plaisait à d'autres types d'hommes, par exemple. Ouais. J'arrivais à me dire, en fait, c'est pas laid.
c'était laid par rapport à ce que moi je pensais, par rapport à la norme qu'on t'impose avec les mannequins, les publicités, machin. Mais en fait, ça plaît bien à plein de gens. Moi, j'ai plein de gens que je connais qui n'aiment pas les filles trop minces parce qu'il n'y a pas de forme et qu'ils n'aiment pas ça. Et du coup, ça m'a fait prendre confiance en moi et aimer mes formes parce que je me disais, en fait, c'est pas du tout ça la beauté universelle. Mais avant, sans les réseaux sociaux et sans le fait que les publicités aient un peu changé, je ne réalisais pas ça. Donc, Ouais. Parce que ça a quand même changé tard, je trouve. ça a changé très tard. Donc je me dis, tu te construis, tu vois, en te disant que tu corresponds pas aux critères de beauté ou que... Je sais pas si c'est peut-être des choses que tu t'es dit, mais peut-être que tu te dis, on pourra pas m'aimer parce que je peux être trop grosse ou même pour avoir des amis, tu vois, ça doit jouer sur ta construction. Oui, au début, quand t'es au lycée, moins, parce que les gens te jugent plus sur ça, etc. Tu peux plaire ou moins plaire, mais en tout cas, les amis, non. Par contre, oui, quand t'es en primaire ou au début collège, avoir des amis alors que t'es en surpoids, c'est pas évident. Parce que tu peux pas faire partie des populaires quand t'es en surpoids. Donc oui. Et en plus, moi, comme j'étais déjà... je parlais déjà de politique à 11 ans et tout. Enfin, moi, vraiment, j'étais décalée dans tous les sens du terme. Donc, en plus de ça, t'ajoutes le fait que t'es un peu en surpoids. C'était pas évident, ouais. T'étais catégorisée ou pas ? J'étais, je sais pas. Au lycée, oui. J'étais catégorisée comme, en gros, comme la daronne. J'étais la maman. J'étais la meuf qui, tout le monde pensait que je ferais de la politique, que j'allais devenir président de la République et qui était pote avec tous les profs, délégués de classe. Donc j'étais comme la daronne. Au collège, je pense pas. J'étais plus la meuf normale. J'étais pas vraiment. Non, je pense pas qu'il y avait de catégorie. Non, parce que les gens savaient très bien que j'étais pas conne. Mais j'étais pas première de classe, et comme à l'époque tu penses que quand t'es première de classe que t'es vraiment intelligent, et en même temps j'avais pas énormément d'amis, mais j'avais pas non plus zéro ami, enfin j'étais normal. Et t'as pas souffert de pas avoir cette popularité-là ? Je te pose la question parce que des fois il y en a, quand t'arrives au collège, on veut peut-être faire partie de la bande des populaires parce qu'on se dit que ça nous amène une forme de validation. Oui, bien sûr. Et quand on fait pas partie, tu peux te sentir rejeté. Je sais pas comment dire, mais tu peux te dire je suis bizarre. Ouais, voilà, c'est ce truc de je suis bizarre, je suis pas inclus dans le groupe ou dans lequel je devrais être. Qui je suis, quoi. Alors complètement. Moi, au collège, j'aurais adoré faire partie de la bande des populaires. Je voulais déjà être déléguée de classe. Enfin, moi, c'était un truc qui était important pour moi parce que je voyais bien comment c'était quand t'es rejeté. Je voyais bien toutes les petites séries, les films dessus. Donc oui, j'avais envie. Et j'avais vachement idéalisé le collège, je me rappelle. Mais en fait, pas du tout. Mais après, justement, au lycée, je suis passée de la fille la moins populaire de l'école à la fille la plus populaire de l'école. Donc, en fait, j'ai connu les deux. Et oui, effectivement, c'est mieux de faire partie des camps des populaires. Après, il n'y avait pas non plus de bouffons. Enfin, au lycée, c'était un environnement très différent. Quand j'étais au lycée à Lausanne, donc au lycée français de Lausanne, tu n'as que 2 classes de 20 élèves. Donc, t'es que avec des gens que t'adores, tu passes ta meilleure life. T'es que avec des gens que t'aimes pas, tu passes ta pire life. C'est pas comme les lycées français où t'es 30 par classe et que t'as 5 classes par niveau. C'est pas du tout la même chose. Donc au début, j'ai détesté la première année parce que les gens m'aimaient pas du tout parce que c'était la meuf qui débarque, machin. Et d'une année à l'autre, je suis passée à l'inverse de la fille la plus populaire de la classe. Chaque année, des classes pour ça des élèves, pote avec les profs. Je suis devenue première de classe. Donc en fait, ça s'est inversé. Et en fait, il y a pas vraiment de différence. En fait, tant que j'ai remarqué, j'aimais surtout le fait d'être populaire, je m'en foutais, c'était le fait d'avoir tous tes vrais amis. Tant que tu as des vrais amis et que tu es bien dans ta peau, tu t'en fous d'être populaire ou pas populaire. En fait, ce qui compte, c'est juste d'être toi bien. Ça change rien d'être populaire ou de pas être populaire, en fait. C'est que dans la tête des gens que ça change. Mais en fait, ça change rien. Oui, tu te dis, les gens vont pas t'emmerder. Oui, c'est sûr que moi, les gens m'emmerdaient pas. Il y a des gens, il y avait une autre fille populaire, et je l'ai appris après le lycée, je l'ai appris il y a 2 ans par une autre fille, qui m'a dit, en fait, elle osait pas t'emmerder dès que tu faisais un truc qui la faisait chier parce qu'elle avait peur de toi. Alors que c'était une autre fille qui était populaire de l'école, tu vois. Okay. Et alors que moi, vraiment, j'étais la fille, je méprisais personne, je maltraitais personne, parce que j'avais été moi-même maltraitée. J'étais juste la grande gueule qui s'imposait. On me remarquait dans une pièce quand je débarquais, voilà, on va dire, mais j'étais plutôt la fille qui se tapait des grosses barres avec les profs et avec les autres, tu vois. Qui n'était pas très sage en cours. Et qui trichait aussi en cours. Il y a plein de trucs hyper intéressants de ce que tu dis, mais il y a un truc, tu vois, quand tu parlais, je me suis dit, faut que je lui demande, mais à 11 ans, tu parles de politique avec les profs. Ouais. Et je te pose la question parce que moi-même, je sais que je suis passée par là quand j'étais pareil, je pense dans les mêmes âges. En 5e, j'écrivais des lettres au président. Je sais que je voulais changer le monde et tout, tu vois. Après, t'arrives au lycée, tu t'entends bien avec tout le monde et il y a toujours ce truc, tu rigoles, mais t'es franche. Toujours un peu ce côté grande gueule que je pense que t'as gardé. Ouais. Est-ce qu'il y avait un peu de colère ? Parce que tu vois, pour en 5e, parler de politique et tout, vouloir changer forcément un peu quelque chose. Si tu parles de politique, c'est que tu t'y intéresses et qu'il y a peut-être une volonté de faire évoluer les choses sur quel que soit le sujet. Et je me dis, est-ce que c'est de la colère contre quelque chose qui était mal ? Est-ce que c'est
je sais pas, une envie de se dire je veux apporter quelque chose à la société, qu'est-ce que c'était, tu vois, et ce truc se nourrit encore parce que ce côté franc, je trouve, je dis pas c'est pas de la colère, mais tu vois, c'est ce truc de t'imposer, quoi. Je sais pas, il y a un truc. C'est très vrai. Alors c'était purement personnel. C'était à l'époque, je comprenais rien au programme politique, donc je n'étais pas énervée contre la société de manière générale, enfin contre la politique ou contre un secteur en particulier. J'avais pas une cause particulière que je soutenais, pas du tout. En revanche, c'était, je pense, un truc personnel de montrer que je pouvais avoir de l'importance dans la société et qui en revenait au truc de vouloir être quelqu'un d'important et pas inutile pour se venger des gens qui te considèrent comme quelqu'un de pas important. Et c'était hyper important pour moi parce que comme on s'est beaucoup foutu de ma gueule et on m'a beaucoup rejeté sans raison, j'étais en mode en fait je suis pas une merde et vous avez pas compris, tu vois. Et d'ailleurs c'est marrant parce que de plus en plus je reçois des messages de gens qui étaient pas forcément méga méchants mais pas forcément méga sympas au collège avec moi, qui m'écrivent aujourd'hui pour postuler chez moi, qui m'écrivent aujourd'hui pour pousser la candidature de quelqu'un d'autre. Et en plus en m'écrivant en mode salut Sixtine, je sais pas si tu te souviens de moi. Évidemment, je me souviens de toi. Je veux candidater chez toi. C'est admirable ce que tu fais, bravo et tout. Et bien à toi. Des meufs, on a le même âge, on était ensemble au collège, tu vois. Ouais. Et ce rapport de force qui s'est inversé, c'est marrant parce que je déjeunais avec un de mes meilleurs amis hier, qui était comme moi au collège, rejeté pas pour les mêmes raisons, mais aussi parce que c'est un mec qui est hyper actif, complètement en avance. On parlait ensemble de politique plus jeune, qui est un de mes plus vieux amis, qui lui en a beaucoup bavé aussi sur différents aspects. Et je lui avais dit, t'inquiète pas, ces gens-là, plus tard... J'avais 11 ans, très bien, on était en 6e. Je lui avais dit, t'inquiète pas, ces gens-là, plus tard, qui aujourd'hui se foutent de notre gueule, c'est eux qui voudront bosser pour nous plus tard. Et je me rappelle tellement de cette phrase. Et je lui ai rappelé hier, en lui rappelant les messages qu'on m'avait écrits là récemment de 2 personnes en particulier. Il était mort de rire. Et je lui dis, tu vois, je lui dis, t'inquiète, continue ta route. C'est un mec qui est brillant, qui va aller loin, lui. Il est plutôt côté avocate, donc pas du tout entrepreneur, mais il est très smart, il bosse bien. J'ai aucun stress pour lui. Je lui dis, t'inquiète pas. La vie est bien faite et la vie est longue. Pas de stress. Et ça, tu vois, oui, j'avoue, c'est une revanche qui me fait très plaisir. Ouais. Et alors, pas autant que ce que j'aurais pensé, mais ça fait quand même plaisir à l'ego, je le reconnais, c'est normal. Et je leur réponds très gentiment, je les envoie pas chier, juste. Mais ça me fait. La vie est bien faite. De toute façon, la vie est bien faite, j'ai pas d'autres mots. Je peux que approuver ce que tu dis, je suis entièrement d'accord. Et je pense qu'il y a ce petit truc, bah, tu l'as dit, mais quand tu vois le message qui apparaît, je pense que tu as le sourire de dire. Même si t'es pas dans un esprit revanchard, tu te dis, je l'ai eu un peu ma revanche sur toutes ces fois, ces critiques que j'ai eues, à ce moment où peut-être on a moins cru en moi, ou on m'a fait penser que j'étais une merde. Bah, en fait, non. Aujourd'hui, c'est vous qui venez et qui me demandez, entre guillemets, un service. Ou... Je pense que t'as ce petit côté un peu de fierté où tu te dis, bien sûr, la roue, elle a tourné, quoi. Oui. Il y a eu du chemin. Et surtout, tout le travail que je fais sert aussi à quelque chose, tu vois. Ouais. Ça sert aussi à avancer là où les autres avancent pas, et après, c'est eux qui te courent après, alors qu'à l'époque, tout se passait dans une cour de récré, tu vois. Et c'est important pour vraiment nettoyer des blessures du passé, bien être sûr qu'elles sont bien cicatrisées. Et en fait, le plus beau, c'est quand tu réalises qu'en fait, tu t'en fous. Genre sur le coup, oui, j'avoue, ça m'a fait marrer. J'en ai parlé à mon pote, mais en fait, j'en ai parlé même pas à mes parents. Il y a personne d'autre. En fait, tu t'en fous. Mais sur le coup, c'est aussi ça la belle victoire, c'est de réaliser en fait que tu leur veux même pas de mal à ces gens-là et qu'en fait, t'en as rien à faire, quoi. Et tu vois, je trouve que c'est là qu'on voit la vraie grandeur. Ça fait un peu théâtral dit comme ça, mais pareil que toi, il y a pas quelques semaines, j'ai reçu un message d'un garçon qui m'avait dit en question Mélisse, elle est trop grosse, je pourrais pas sortir avec. Et en fait, j'en avais fait une petite vidéo, mais c'était juste dans un but de sensibiliser, pas du tout d'énervement. Et il m'a envoyé un message. Et il m'a dit je voulais m'excuser du mal que je t'avais fait. Il s'est reconnu, en fait, je l'ai même pas cité. Et j'ai lu le message, et en fait, limite, j'ai eu de la peine pour lui de me dire en fait, je t'en veux plus, tu vois. Moi j'ai pardonné, enfin voilà. Et je trouve que tu vois, dans ces moments-là, comme toi, où t'es juste content pour ton ego, mais que tu t'es bienveillante, je me dis, ça montre la vraie grandeur et ça montre aussi que t'as évolué. Enfin, ouais, que t'évolues. Tu pourrais être hyper énervé et tu pourrais envoyer chez la personne et lui dire, ouais, tu te rappelles pas de ce que tu m'as fait, tu vois, encore avoir ses rancunes, et plus du tout. C'est là que... Bah oui, parce que c'est pour toi qu'il faut avancer, c'est pas pour lui. Et donc, c'est même une très bonne nouvelle, en fait. Tout à fait. Il y a un point... on voit le regard des autres, ça a énormément influencé aussi ta construction. Bien et sûr. La personne que t'es devenue... T'étais très bonne élève à l'époque, toujours aujourd'hui, mais tu disais à l'époque très bonne élève, syndrome un peu de la bonne élève. Ouais. Tu trichais parfois pour être la bonne élève. Et on arrive à un moment donné où t'arrives à la Sorbonne et tu te rends compte que t'aimes pas ce que tu fais. Et t'arrêtes et tu te réorientes. Et tu vois, quand j'ai appris cette anecdote, je me suis dit, ok, quand tu prends la décision de te réorienter, d'arrêter, tu vois, je pense que tu as l'air d'être un peu une fonceuse, de ne pas vouloir abandonner tant que tu n'as pas réussi là où tu veux aller. Et je me dis, est-ce que ça n'a pas été dur de
même si tu le vois pas comme un abandon et que est-ce que tu l'as vu comme un abandon, le fait de te réorienter, de dire est-ce que je perds une année, merde, fais chier, est-ce que ça veut dire que je suis un peu moins bonne élève, est-ce que je suis un peu moins forte que ce que je pensais, ou est-ce que pas du tout, est-ce que tu t'es dit franchement je vais là-bas, j'y vais, je vais découvrir, qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là, parce que c'est dur. Alors, à ce moment-là, tout ce que je faisais, je le faisais pour ma mère. Je le faisais pas pour moi. Je le faisais pour qu'elle arrête de me mettre la pression, parce que je suis la dernière de la famille, j'étais celle qui avait à la fin les meilleurs résultats scolaires, et donc le dernier espoir pour ma mère d'avoir un enfant qui fasse des très bonnes études, etc. etc. Et moi, je ne le faisais pas du tout pour moi. Atterrir la Sorbonne, je ne l'ai pas fait pour moi. Même l'école après, je ne l'ai pas fait pour moi. Moi, à ce moment-là, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire de ma vie. Moi, franchement, aujourd'hui, si je n'avais pas eu le crayon, je ne sais pas ce que j'aurais fait de ma vie. Si, j'aurais sûrement fait du journalisme ou du marketing digital, mais je sais pas vraiment, à l'époque, j'étais pas sûre. J'allais pas bien à cette époque-là, en plus, je me rappelle très bien, parce que j'avais quitté la Suisse, que j'avais adoré. Et oui, j'étais bonne élève en Suisse, mais parce que je trichais dans les matières stratégiques aussi. Donc, j'étais pas une énorme bosseuse comme on peut le penser. J'étais juste très, très stratège. Et je bossais dans les matières qui étaient utiles, mais j'étais jamais là à me taper 6 heures de trucs par cœur, mais never ever. Enfin, moi, ça m'emmerdait trop, c'était impossible que je fasse ça. Et du coup, la Sorbonne, j'ai bien vu que ça n'allait pas matcher. Moi, il n'y a rien qui matchait à tous les niveaux, donc j'étais en mode OK. J'ai pas perdu d'année, parce que je suis rentrée en cours d'année dans une autre école, que j'ai pas du tout aimé non plus, mais il n'y avait plus de par cœur. Donc voilà, et je savais que j'arriverais à avoir mes années assez facilement, que ça serait très bien, et que ma mère, du coup, serait déstressée. Mais en vrai, non, je ne l'ai pas du tout vu comme un échec. Moi, j'essayais juste de m'en sortir, d'arrêter d'étouffer, quoi. Parce que j'étais vraiment très, très malheureuse de quitter la Suisse. Ça a été les meilleures années de ma vie. J'adore ma vie aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'était les années où j'étais la plus heureuse, je pense. J'étais vraiment hyper épanouie là-bas. Et ça me manque beaucoup. Aujourd'hui, je donnerais n'importe quoi pour revivre une journée de cours. C'était vraiment incroyable. Déjà, de quitter la Suisse, c'était très dur. Moi, à la fin de l'année, je pleurais dans les bras de mes profs. Enfin, toi, c'était vraiment, on était tous hyper tristes pour t'expliquer le délire de l'école, tu vois. Et en arrivant à Paris, c'était dur. Heureusement, je venais de me mettre en couple avec mon copain, donc j'avais une vraie source de bonheur que je n'avais jamais connue aussi intense dans ce sens-là. Mais sinon, je ne sais pas comment j'aurais fait, ouais. C'était pas évident. Hein. Mais pourquoi? C'est parce que tu quittes ton cocon, tu quittes tes amis que tu t'es fait, tu quittes un environnement que tu aimes bien et tu arrives à Paris, peut-être que tu connaissais moins de monde. C'est ça qui était douloureux? C'était quoi? Ouais, c'était quitter un univers que j'avais réussi à me construire, à m'approprier, dans lequel j'étais profondément bien. Avec des amis que j'aimais énormément, que j'aime toujours, et des profs bienveillants, des profs sains. Enfin, moi, j'adorais aller en cours. J'adorais aller en cours. Et après, je revivais la phobie des cours. Je revivais ce que j'avais connu avant, quoi. Donc, j'avais l'impression de refaire machine en arrière, en fait. Est-ce qu'il y avait cette peur d'être de nouveau un peu seule, moins d'amis? Tu vois, comme tu avais pu connaître dans le passé, après tu as trouvé un vrai environnement, et tu vois, du coup, tu as un petit cocon, tu es contente, et tu te dis là, je repars quand même dans une nouvelle ville. C'est une nouvelle vie que tu te construis, mine de rien. Est-ce qu'il y avait une peur derrière? Effectivement, il y avait une petite peur d'être à nouveau rejetée, mais en me disant qu'en fait, je m'en foutais parce que j'avais mon copain, j'avais tous mes amis que j'avais encore, et que de toute façon, je voyais les cours comme les cours et rien d'autre. Mais j'allais jamais à aucun cours d'université, j'allais que au TD. Les TD, tu avais le droit à 3 absences dans le trimestre. Tu te doutes bien que je les avais toutes faites. Dès qu'il y avait une manif ou un truc qui faisait qu'on n'avait pas cours, j'étais hyper heureuse. Enfin, moi, c'était ma phobie, mes phobiissimes, quoi. C'était... Et c'est dingue parce que du coup, tu dis que tu avais un peu syndrome de la bonne élève et pour autant, tu vas aller en cours après quand tu es revenue, plus du tout. Syndrome de la bonne élève dans le sens, je faisais tout parfaitement. J'étais toujours à l'heure, jamais absente, j'avais des bonnes notes. Je faisais tout pour que je me fasse jamais engueuler. C'était ça pour moi le syndrome de la bonne élève. Pas dans le sens, tu apprends tout par cœur, tu fais tes petites fiches. Non, vraiment dans le sens, on ne peut rien te reprocher parce que tu fais tout bien. Qui était l'objectif. Et t'avais peur que qui te reproche quelque chose? Ta mère? Ouais. J'avais envie de lui enlever ce poids, qu'elle se dise, ok, j'ai... parce qu'il y a une période qui était assez difficile pendant le divorce de mes parents, et je me suis dit, j'ai envie de lui enlever ce poids de ne pas avoir à gérer une troisième enfant qui galère à l'école ou qui n'a pas des bonnes notes ou autre. Pour la soulager, en fait. Si je peux me permettre, t'avais quel âge quand tes parents ont divorcé? Quand ils se sont séparés, j'avais 7 ans, ce qui est à peu près la même chose. Divorcé, c'est quand je suis arrivée en Suisse, donc 3e, je sais pas t'as quel âge en 3e, 13, 14 ans, tu vois. Ouais. 13 ans. Non, je te pose la question parce que du coup, je me dis que tu réalises hyper tôt, tu vois, que tu veux pas être un poids pour ta maman. Et je me dis, tu vois, c'est une forme inconsciente, tu vois, où tu te parentalises. Quand tu as 7 ans, même si peut-être qu'à 7 ans, tu t'es pas dit ça comme ça, mais je pense que en vrai, à 7 ans, on réalise quand même les choses. Tu t'étais dit, bon, je veux faire plaisir à ma mère, je veux que ça se passe le mieux possible, en tout cas de mon côté. C'est dur comme responsabilité de se dire. C'est très dur. Je te confirme. C'était très dur. J'ai encore un peu ce réflexe-là aujourd'hui.
pas que pour elle, à l'échelle aussi de mon conjoint, mes associés, de devoir toujours être la copine parfaite, la fille parfaite, l'associée parfaite, la chef d'entreprise parfaite. Et tu vois, la semaine dernière, j'ai eu un truc où je commençais à étouffer. J'ai explosé devant un de mes très bons potes, qui est un de mes clients et un de mes invests. Il m'a regardé en mode qu'est-ce qui t'arrive? Tu vois, on était dans un train, on rentrait d'un séminaire et tout. Il me regarde en mode mais qu'est-ce que t'as? J'étais en large, j'arrivais pas à m'arrêter parce que juste t'avais un tout de plein de trucs où j'étais en mode en fait j'ai l'impression de passer mon temps à tout faire pour faire plaisir aux autres et que j'ai du mal à prendre du temps pour moi, tu vois. Et c'était ce truc de, tu sais, quand t'es enfermée dans un truc, t'as l'impression que tout autour de toi, et pourtant je suis une fille hyper optimiste et hyper positive, mais là j'étais en mode, là je suis en train de suffoquer, quoi. Et dès le lendemain, dès 2 jours après, ça allait beaucoup mieux, mais sur le coup, tu vois tout en noir et t'as l'impression que ta vie va s'effondrer, quoi. Et parce que je passe ma vie à essayer de toujours faire en sorte que tout le monde soit content, tu vois. Et c'est fatigant parfois. Mais ouais, parce que même si tu es ultra optimiste et tu prends quand même sur toi, tu vois, t'essayes d'être parfaite, t'essayes de faire toutes les choses bien, t'essayes... Du coup, je pense qu'il y a peut-être un côté, tu vas me dire si je me trompe, mais où t'essayes d'en faire un peu plus et de prendre peut-être un peu plus ou de te dire à un de tes associés ou au boulot, ok, vous inquiétez pas, je fais ça, ou de dire oui à une pote pour aller la voir pour faire plaisir, ou j'en sais Ouais, rien. c'est ça. Alors que des fois, ça se trouve, tu veux même pas au fond parce que t'as pas rechargé tes batteries, tu dis j'y vais, et il y a un moment, je me dis à ta place, t'arrives à la fin de la semaine, à la fin du mois, t'accumules. En plus, t'es hyper sensible, et franchement, je connais ça, et du coup, tu te dis, là, je suis à fleur de peau, quoi. Ouais, clairement. Et voilà, le nombre de gens que je vois plus pour leur faire plaisir que me faire plaisir, c'est un délire. Parce que ça me fait de la peine de réaliser que j'ai même plus envie de les voir parce que je m'emmerde avec eux, quoi. Et en même temps, t'as pas envie de couper parce que c'est des gens que t'aimes, qui t'ont rien fait, tu leur as rien fait, juste la vie fait que. Mais le nombre d'amis proches que je ne vois quasiment plus parce que je m'ennuie avec eux, quoi. Parce que j'ai juste trop vite évolué et c'est pas grave. Mais du coup, les côtés négatifs de ça font que tu dois t'éloigner de gens, quoi. Et donc ouais, c'est la réalité du... Ça, c'est l'autre pièce du miroir. L'autre pièce du miroir? Non, l'autre face, l'autre face l'autre face de la pièce. Waouh. L'autre pièce du miroir, ça veut rien dire. Je refais un Reels, tu sais. Vraiment, genre... le truc. Mais ouais, mais tu vois, d'un côté, si ces gens-là, quand tu les vois, ça te prend plus d'énergie ou ça te redonne pas l'énergie et que tu te forces à les voir quand même, enfin, tu vois, je me dis, en fait, c'est dur de couper avec des amitiés, surtout quand c'est des gens de longue date, etc. Mais si ces gens-là, vous vous apportez plus mutuellement et que vous voyez pour vous voir et que ça devient une charge, tu vois, je me dis, je pense que c'est ok de se dire on a fait un bout de chemin ensemble, j'étais telle personne à un moment donné, mais t'évolues tellement vite, mais tu peux même pas t'en vouloir, t'as vu tout ce que tu fais à côté. Mais je m'en veux pas. Mais ouais. Non, je m'en veux pas. Mais je ne leur en veux pas de ne pas évoluer de la même manière. Juste, bah, en fait, il y a un mismatch, quoi. Et je les garde toujours dans mon entourage parce que tu as la nostalgie des tellement belles années et des beaux moments que tu as passés. Mais tu vois, 2 de mes meilleurs potes sur 3, il n'y en a qu'une seule qui suit le rythme. Et à l'inverse, ça nous a encore plus rapprochés. Mes 2 autres meilleurs amis, j'ai dû les voir même pas 2-3 fois depuis septembre, tu vois. Ouais. Parce que vraiment, j'apprécie le moment où je les vois. Mais c'est plus comme avant. Ouais, c'est dur ce moment-là. Il y a plein de choses que je peux pas leur dire, que je peux plus leur confier. Elles me posent jamais aucune question sur le crayon. Elles seraient incapables d'expliquer de A à Z ce qu'on fait avec le crayon. Tu te rends compte quand même, c'est du délire quand tu y penses. Je trouve ça dur, moi. Je trouve que il y a pas genre j'en ai une spécifique. Elle ne me pose jamais une seule question sur le crayon. Elle ne me félicite jamais quand il y a un truc. Enfin, mais parce qu'elle est complètement déconnectée. Après, elle-même, elle est spécialement zéro ambitieuse, rien du tout, tu vois. Mais à ce point-là, de t'en foutre... Après, elle est comme ça avec tout le monde, tu vois. Elle s'en fout de la vie des autres. Enfin, voilà. Mais en fait, au bout d'un moment, moi, j'ai plus rien à te dire, donc on se voit plus, tu vois. Enfin, c'est triste, quoi. Surtout que le crayon, c'est toi aussi. Je veux dire, oui. toi, on peut pas te dissocier. C'est normal qu'on voilà, on peut te poser des questions sur ta vie, etc. Mais à un moment donné, ne pas te poser de questions sur une part essentielle de ta vie, ouais, c'est chaud. C'est renier une part de ce que tu es. Ouais. C'est chaud. Hein. Ouais. Ouais, je sais. Non, mais c'est compliqué. Hein, ouais. Même tu dis oui, et c'est pas du tout contre elle, mais je pense que c'est de manière générale, et les gens qui vont écouter pourront s'identifier. Tu dis oui, elle est comme ça avec tout le monde. Mais ouais, mais c'est pas parce qu'elle est comme ça avec tout le monde que toi t'as forcément envie qu'elle soit comme ça avec toi et que tu vois. Non, mais ça, tu vois, c'est l'excuse qu'on donne toujours aux gens qui sont proches de nous. Quand ils nous blessent, on se dit ouais, mais il est comme ça ou elle est comme ça, et ils font ça tout le temps. Ouais, mais est-ce que moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie d'accepter ou d'avoir dans mon entourage? En fait, il faut juste avoir conscience des défauts des gens, et après, est-ce que tu es prêt à les accepter ou pas, en fait? Exactement. C'est juste ça. Hein. Parfois, t'as plus envie. Ouais. Tu leur dis aux gens que t'as voulu arrêter de les côtoyer, qu'aujourd'hui vous prenez des chemins différents, ou tu prends ton envol? Non, je le fais pas parce que ça va trop les blesser.
Et ça va trop les ramener en face de leur propre réalité. Déjà, moi, j'ai eu des amis très, très proches qui m'ont dit ouvertement qu'ils faisaient des complexes d'infériorité avec moi. Donc, j'étais en mode, on va peut-être éviter de... Tu vois. Donc, si je leur dis aujourd'hui, en fait, on ne se voit plus parce que toi, tu n'évolues pas du tout, que moi, j'évolue beaucoup trop vite et qu'en fait, on n'a juste littéralement plus rien à se dire parce que nos discussions, quand on est ensemble, sont d'un niveau intellectuel d'un poisson rouge, ça va être compliqué à accepter pour la personne. De lui dire que je ne peux plus rien lui confier, que je ne peux plus rien lui parler parce qu'elle ne comprendrait pas. Ça ne sert à rien. Donc, juste naturellement, tu t'éloignes. Ouais. Et t'es toujours content de les voir avec d'autres gens, d'autres amis en commun, machin, mais t'as plus envie de passer profondément du temps avec eux. Ouais, et de créer de l'intimité émotionnelle avec eux, quoi. Et en fait, au bout d'un moment, il se passe tellement de moments, de semaines, de mois, que t'as tellement de retard à rattraper qu'en fait, tu rattrapes pas. Et donc là, t'as une vraie cassure qui commence à se faire. Et comment, quand on est 16, qu'on a 55 000 abonnés sur LinkedIn, 200 000 sur les réseaux, qu'on a le crayon, comment on choisit son entourage? Parce que tu vois, cet entourage-là, du coup, tu t'en éloignes quand vous êtes plus sur la même longueur d'onde. Je me dis, les nouvelles personnes que tu fais rentrer dans ton cercle, c'est une vraie question que je me pose, tu vois. Je me dis, comment tu sais que ces gens-là t'approchent pour 16, la personne que tu es, pas du tout la personne sur les réseaux, pas du tout celle qui gère le crayon, entre guillemets, je veux dire, pour tes qualités, que ce soit l'ambition qui, tu vois... Ok, t'as le crayon, mais la personnalité que t'as derrière, c'est peut-être quelqu'un d'ambitieuse, de travailleuse, tu vois. Comment tu sais que les gens qui t'approchent pour toutes les qualités et ce que t'incarnes, et ne t'approchent pas forcément parce qu'ils veulent quelque chose de toi, parce que tu es une personnalité publique, ou tu vois? Alors, il y en a beaucoup qui m'approchent en ayant une image de qui je suis, qui peut être vraie ou pas vraie, parce que je sais pas vraiment quelle image ils ont, mais qui ne me connaissent pas du tout en m'approchant, mais qui me connaissent d'une certaine façon. C'est pas comme s'ils me rencontraient sans avoir jamais entendu parler de moi. Ils ont forcément une image. Après, comment je fais? Alors, moi, je suis pas du tout à être psychorigide, à paniquer, à être complètement en train de regarder les gens, est-ce qu'il est là par intérêt ou pas? Alors, pas du tout. Ouais. Justement, je suis méga moi-même. Et en étant... Déjà, je suis toujours très moi-même avec les gens. Franchement, je ne joue pas de rôle. Ça plaît pas, je m'en fous. Tu vois. Et après, déjà, c'est avec lesquels je ne m'ennuie pas. Il y a extrêmement peu de gens avec lesquels je ne m'ennuie pas. Et c'est de pire en pire, ce qui m'inquiète de plus en plus d'ailleurs. Mais je m'ennuie hyper vite avec les gens. Donc en fait, c'est très vite... moi, je sais très vite avec qui je vais devenir très proche ou pas, parce que au bout d'un moment, déjà, est-ce que la personne, elle aime comment je suis quand je suis vraiment moi-même? Et est-ce que je m'ennuie pas avec? Il y en a très peu. Et après, ces gens-là, je les garde proches de moi. Mais sinon, il y en a très, très peu, en fait. Et c'est quoi ton indicateur de dire, OK, que cette personne-là, je vais pas m'ennuyer? Ah, c'est naturel. C'est le feeling? Ouais, c'est le feeling. Est-ce qu'on se marre? Est-ce qu'on se taquine? Est-ce qu'il y a une complicité? Ou est-ce qu'il y a aussi une part d'admiration envers la personne? J'admire très difficilement les gens. Donc, quand j'en admire certains, je les garde autour de moi. Parce que c'est agréable de pouvoir être challengé aussi. Mais c'est naturellement. Franchement, mais comme n'importe quelle personne. Là-dessus, franchement. Et puis, j'ai beau aujourd'hui faire ce que je fais, avoir des abonnés, etc. Maintenant que ça fait suffisamment longtemps, t'oublies que t'as tout ça. Dans ma tête, tu vois, j'ai pas mal d'abonnés sur les réseaux. Dans ma tête, c'est comme si j'en avais pas. C'est-à-dire que c'est devenu normal. J'ai plus du tout de dopamine par rapport à ça. C'est vraiment devenu normal. La dopamine, elle est passée depuis longtemps. Donc, je me dis pas, tiens... et parfois, je me dis, quand moi, je vois des gens en mode waouh, c'est hyper stylé, parce que lui, je savais qui c'était avant de le rencontrer, je me dis, en fait, c'est hyper drôle. T'as des gens qui doivent penser ça en me rencontrant. Et je suis en mode, en fait, putain, c'est hyper drôle, parce que moi, je suis en mode, je suis totalement normale, totalement moi-même. Et en fait, ce rapport est assez marrant, en fait. Mais juste, moi, je reste moi-même, en fait. Et puis après, je suis pas aussi influenceuse à plein temps. Mon métier, c'est pas d'avoir des abonnés. Donc aussi, c'est peut-être que si j'avais que ça, ce serait peut-être très différent. Aujourd'hui, que j'ai des abonnés que j'ai pas, oui, ça m'aide profondément pour mon business et j'adore ça et c'est marrant, mais ce n'est pas l'alpha et l'oméga de ce que je fais. Ouais. Donc, ce qui change aussi beaucoup la donne. Tu vois, dans ton discours, on voit la volonté de rester authentique et de rester soi-même. Et ça m'a fait penser, il y a quelques jours, il y a un ami à moi, il me dit, tu vois, j'étais en discussion pour peut-être signer un contrat avec quelqu'un, et en fait, j'étais un peu en compétition avec quelqu'un d'autre, enfin, c'est comme ça qu'il a mis les termes, et je lui dis, ouais, je suis un peu stressée et tout. Et il me dit, ouais, il faut que tu te démarques. Et là, je le regarde et je lui dis, bah, je vais rester moi-même. En vrai, j'ai pas besoin de me démarquer, je vais rester moi-même. Et je trouve que quand on t'écoute, c'est vachement ça qui ressort. En fait, j'ai pas besoin de me démarquer, j'ai pas forcément envie que les gens aient une fausse image de moi, je vais rester moi-même. Et en fait, t'aimes, tant mieux, et le feeling passe trop bien. Et si c'est pas le cas, bah, c'est pas grave. Et en fait, il y a ce truc de, bah, tu feras ta route et je ferai la mienne. Ouais. Mais du coup, je me demande quand même, dans ton discours, est-ce que ça t'est jamais arrivé depuis que t'as lancé le crayon, que tu vois, ta vie, elle prend une autre dimension? Est-ce que t'as eu des trahisons un peu dures, ou tu vois des moments où tu t'es dit, mince, je pensais pas que cette personne elle pensait ça de moi, ou qu'elle était là pour ça, ou je sais pas du tout ce qui peut se passer, mais est-ce qu'il y a des moments où tu te dis, là ça me fait un peu mal, quoi? De proches, j'en ai pas eu. Non, honnêtement, j'en ai pas eu du tout.
J'ai eu j'ai eu des gens que je connais de loin, jaloux, envieux, ce que tu veux, mais de trahison, non. Comment tu gères ça, les gens envieux, jaloux? Tu t'en fiches? Bon, moi, je continue ma route, hein. Vraiment, ça me fait plus de peine pour eux qu'autre chose. Après, si ça leur sert de drive, très bien. Ouais. Et moi, j'ai déjà eu genre une ou deux personnes, mais toi, il n'y a que ça, hein, c'est pas énorme. On voit qui on est de loin, on ne s'est jamais parlé en vrai, qui me critiquaient dans mon dos, alors qu'on ne s'est jamais parlé de notre life. Ah ouais. Et là, tu te dis, il n'y a pas d'autre raison que ce soit la jalousie, ça ne peut être aucune autre raison légitime, tu vois. Et moi, ça me fait hyper rire, et je me dis, mais tant mieux, c'est vraiment, je suis sur la bonne route, quoi. Mais complètement. Mais tu vois, j'allais te le dire. Vraiment, moi, ça me fait à chaque fois marrer. Et puis moi, franchement, on est 4 associés, j'ai mon frère dedans, les deux autres, c'est comme mes meilleurs amis. Donc en fait, on est un socle tellement solide que vraiment, moi, que les gens me critiquent ou pas, mais nous, ça nous fait, mais nous, on se marre vraiment entre nous. C'est ça que les gens comprennent pas. Et du coup, c'est aussi, nous, notre plus grosse force dans tout ce qu'on fait, c'est qu'on soit tous les 4. Et d'ailleurs, quand les gens nous connaissent, nous disent, c'est hallucinant la relation que vous avez. Mais nous, c'est vraiment notre plus grosse force. C'est ça qui fait qu'on ira très loin, qu'on ne lâchera jamais, et que, avec le temps, on arrive à être de meilleur en meilleur et à battre des gens qui sont là parfois depuis plus longtemps que nous. Parce que cette confiance du collectif, elle est bien meilleure que tout. Et les gens ont tendance à l'oublier parce qu'entre l'ego, les uns et des autres, les gens qui sont envieux et la jalousie, c'est ça qui fait qu'en fait les gens deviennent moins bons, deviennent pas ambitieux. Tu vois, quand t'es collectif et que tu vas droit au but, à la fin, t'arrives quand même toujours à tes fins. Quand t'es à peu près bon, si t'es pas bon, oui. Compliqué. Mais, ouais. Mais tu vois, je trouve ça dommage qu'il y ait ce truc où tout le monde se met tout le temps en compétition, alors qu'en réalité, tu pourrais trouver des gens avec qui tu pourrais t'associer, et en fait, elle est hyper loin, quoi. Et un jour, j'ai bien aimé ce que tu as dit dans un podcast, tu as dit, oui, en fait, moi, je vois pas l'intérêt d'être en haut de ma tour toute seule. Ouais. Et je trouvais l'image, mais parfaite, quoi. Ouais, c'est très vrai. Et je me dis, bah ouais. Et vous, je trouve ça hyper fort ce que vous avez réussi à faire. Et je me dis d'avoir créé un lien. Je parle pas de tout ce que vous avez généré après, autour, tu vois, mais du lien. Juste ce lien-là, je trouve ça incroyable. Est-ce que comment vous faites pour le solidifier? Je veux dire, il y a le projet commun que vous avez. Est-ce qu'il y a des petits à côté, je sais pas, des passions communes que vous avez en dehors, tu vois, de l'entrepreneuriat, de tout ce que vous faites? Des valeurs? Non, on a déjà des valeurs communes énormes, même si on n'a pas les mêmes bords politiques, même si on n'a pas forcément des mêmes milieux sociaux, même si on est différents. On a le projet commun qui, ça, nous unit énormément. Et aujourd'hui, on se connaît par cœur. Donc, on connaît les défauts des uns et des autres. Et on est devenus extrêmement proches. C'est-à-dire que moi, par plaisir, je vois mes associés en dehors du taf. C'est-à-dire qu'on part en vacances. Là, on part en vacances, ils viennent avec nous, tu vois. Mes parents adorent les deux autres garçons. Enfin, on est tous très proches entre nous. Tu vois, là, vendredi, je me fais un dîner avec Jules, mon associé Jules. Enfin, juste pour le kiff, tu vois. Et on se raconte nos histoires de meufs, de mecs, de machin. On fait des soirées ensemble. En fait, on a un groupe où on parle jamais de taf, où on s'envoie en fait un groupe qu'on a appelé Métaverse. En gros, le Métaverse, c'est dans notre interprétation, c'est tous les trucs what the fuck qui sont liés plus ou moins à nous ou à des gens qu'on connaît. Genre, je sais pas, je dis n'importe quoi, tu vois un des meilleurs potes de Jules avec un mec qu'on a reçu sur le crayon, mais tu sais même pas ce qu'ils foutent ensemble. Tu screens le truc, tu envoies et tu te dis putain, mais ça, t'envoies dans le groupe, en fait, c'est complètement énorme, tu vois. Ouais. Que des trucs comme ça. J'adore. Et donc, ça nous crée des trop bons souvenirs, on se marre beaucoup. Enfin, en fait, on a des liens d'énormes liens d'amitié, en fait. Enfin, c'est comme ça que je le résume, quoi. On est extrêmement proches. Ouais, c'est une bande de potes aussi. Ouais, c'est devenu une bande de potes. Et puis moi, j'ai mon frère dedans, donc. C'est ça. C'est incroyable. C'est vrai qu'on pourrait en parler, quoi, mais de ce fait d'entreprendre avec son frère et d'avoir un lien aussi fort, c'est difficile. J'ai mon petit frère, tu vois, il a 18 ans, et je me dis, tout le monde rêve, tu vois, d'entreprendre avec son frère, enfin peut-être pas entreprendre, mais tu vois, d'avoir des liens aussi forts, et nos liens sont super forts, mais je me dis, faut être vachement vigilant, tu vois, parce que c'est un lien tellement fort, le lien frère et sœur, qu'il peut aussi, il est puissant et on peut aller hyper loin, mais il peut aussi s'effriter un petit peu. Et je me dis, ça a été courageux d'entreprendre ensemble, de se dire on est tellement fort qu'on va aller loin, quoi. Oui, puis ça nous a encore plus renforcés aussi, parce que on arrive à mettre nos égos de côté. Et en fait, à chaque fois, c'est toujours l'ego et la jalousie qui détruisent les relations, c'est rien d'autre. Donc en fait, dès qu'il y a un truc qui va pas, que l'autre fait un truc mal, déjà on connaît par cœur nos forces, nos faiblesses, les défauts des uns des autres, donc aussi on capitalise intelligemment sur les trucs, donc ce qui fait qu'on a rarement des trucs pour s'engueuler. Au lieu de s'engueuler, on est en mode ok, il y a telle connerie, on va pas la refaire, comment on peut améliorer ça? Donc on se gueule jamais dessus, on se blesse jamais volontairement les uns et les autres. Donc c'est ça qui fait qu'on ne se divise jamais, en fait. C'est assez marrant. Il n'y a jamais eu un moment dans votre relation, depuis peut-être tout petit, où tu t'es dit, où vous êtes disputé fort et tu t'es dit, mince, ça peut peut-être se briser notre lien? Ou vraiment ça... Ah non, au point que ça se brise jamais.
quand j'étais petite, je martyrisais un peu mes frères, je débarquais dans leur chambre avec des épées, donc peut-être que ça avait peut-être pu traumatiser mon frère dans ce sens-là. Mais en vrai, non, non. Ouais. Franchement, non. Mais parce qu'on ne fera jamais rien pour faire du mal à l'autre. Mm. Donc il n'y a pas de raison que ça arrive. En vrai. T'es en couple aussi à côté. Oui. Je me demande comment t'arrives à réussir à faire tout ce que tu fais, tu vois, avec le crayon, les à côté, les dîners, les appels, tout ça en fait. Et je me dis, comment tu entretiens ton couple, ça demande quand même du temps, tout en faisant tout ce que tu fais à côté. C'est de l'organisation. Ouais. C'est de l'organisation. Non, après, je suis aussi avec quelqu'un qui est indépendant, ambitieux dans ce qu'il fait, très sain, très bienveillant, très mature. Donc, ça aide beaucoup. Quelqu'un qui ne dépend... Enfin, que je sois là ou pas là, il aurait le même quotidien. Et donc, c'est ce qui fait qu'on arrive très bien à jongler entre les deux. Ça fait 5 ans qu'on est ensemble. Il a vu tout le développement, toute la construction du crayon. C'est un énorme pilier émotionnel. Il est tellement bienveillant, il prend tellement soin de moi que ça se jongle bien là-dedans. C'est-à-dire que si un soir j'ai un événement et que je ne peux pas être là, bah, c'est pas grave en fait. Justement, parce que comme lui, il est très heureux et épanoui dans ce qu'il fait, et hyper indépendant, il va pas être traumatisé si je suis pas là à un dîner. Ouais. Et inversement. Donc en fait, cette indépendance-là mutuelle fait qu'on a du coup une relation très saine et très bien. Une relation de daron, quoi. Il est entrepreneur ou pas du tout? Non, pas du tout. Ok. Parce que j'allais te poser la question, est-ce que toi, tu vois, en tant qu'entrepreneur, tu conseillerais à d'autres entrepreneurs, enfin, tu leur dirais, conseiller, est-ce que tu leur dirais que c'est peut-être plus intéressant d'être avec quelqu'un qui est entrepreneur, ou alors, au contraire, et c'est, tu vois, le raisonnement, de me dire, juste choisissez quelqu'un avec qui vous sentez bien, mais qui a de l'ambition, comme ça, vous pouvez vous porter mutuellement et qui va te porter un peu. Bah, c'est une vraie question et en fait, je pense que ça dépend de ce que toi, tu veux dans la vie comme partenaire. Et c'est un truc que j'ai réalisé récemment, c'est au début, j'étais persuadée qu'il fallait pas être avec quelqu'un qui était entrepreneur. Après, à l'inverse, j'ai eu une phase en mode je dois être avec un entrepreneur pour qu'on puisse parler d'un problème RH à 23h30 et qu'on soit content de le faire, pour qu'on puisse s'admirer mutuellement. Pour moi, l'admiration est hyper importante. Et le problème, c'est que quand tu n'évolues pas de la même vitesse, tu peux avoir des phases où tu n'admires plus la personne. Et moi, c'est l'un des trucs les plus importants, c'est l'admiration. Donc, c'est pour ça que quand tu es avec un entrepreneur qui marche bien aussi, tu ne peux cesser de l'admirer parce que sa boîte ne fait que grandir, tu vois. Et c'est la question que je me suis longtemps posée. Et en fait, après, il n'y a pas de règle générale. Ça dépend de ce que toi, tu cherches chez la personne. Et tant que toi, tu ne sais pas ce que tu cherches chez un partenaire, c'est quoi les critères clés pour toi qui sont essentiels et les autres critères qui sont rédhibitoires. Ouais. Et après, que la personne soit entrepreneur ou pas, tant qu'elle rentre dans ces critères, ça va. Mais il n'y a pas de... Tu ne pourras jamais tout avoir dans une relation. Et donc, c'est sur quoi tu es prêt à... sur quoi tu es prêt à t'asseoir et sur quoi tu es prêt à avoir. Donc, il y a des périodes, je me dis, putain, peut-être qu'un entrepreneur, il aurait fait ça et ça différemment. D'un autre côté, je me dis, en fait, jamais j'aurai un homme aussi bien avec moi. Donc, il y a des périodes, quoi, mais je pense comme tout le monde. Je pense que les deux sont bien. Ça dépend de ce que tu cherches. Et ça dépend de où tu en es dans la vie. La question de temporalité aussi est hyper importante. Mais c'est vrai que si tu n'es pas avec un entrepreneur et que tu es hyper ambitieux et que la personne ne l'est pas autant que toi ou n'avance vraiment pas aussi vite que toi sur un long terme, au bout d'un moment, ça va poser un problème. Je l'ai vu auprès de plein de couples d'amis qui ont des enfants, qui sont mariés, qui sont plus âgés. Quand les deux ne sont pas entrepreneurs, il y a souvent un mismatch énorme. Ouais, ça bloque. Ouais, ça bloque. Parce que tu vois, j'ai eu pareil que toi, à un moment donné, je me suis posé la question, je me suis dit, ok, est-ce qu'en tant qu'entrepreneur, peut-être que la solution, c'est d'aller avec un entrepreneur? Tu vois, je me dis... Et en fait, je me dis, je pense que le critère, c'est juste... Selon moi, tu vois, c'est pour mon système de valeurs, c'est que la personne, elle ait de l'ambition et qu'elle te pousse. Et toi, il y a ce truc-là. Et je me dis, donc, j'imagine, je me mets dans ta peau, ok, je suis 16 et tout, ça se passe bien. Et en fait, tu rentres le soir et tu as une mauvaise journée. Et je me dis, comment ça se passe? Est-ce que vous avez une petite routine où tu lui expliques tes problèmes, des fois que tu peux rencontrer au sein du... Là, je parle pour le crayon, par exemple, même dans ta vie. Comment... Parce que je me dis, du coup, tu as l'air de le décrire en étant quelqu'un de mature, qui va te pousser, qui va t'apporter les bonnes réponses. Donc, je me dis, ok, est-ce que vous vous posez et vous discutez? Est-ce qu'au contraire, pas du tout? Et juste, il te laisse te calmer et après, il est là. C'est quoi? Quand je vais vraiment pas bien, je sais qu'il est là. Ouais. Donc, c'est extrêmement agréable parce que c'est un énorme pilier émotionnel pour moi. Le reste, j'arrive à gérer. Ça, c'est le truc dont j'ai le plus besoin et c'est le truc qui m'apporte le mieux. Et moi, quand je vais pas bien, le fait qu'il soit là à prendre soin de moi, à être méga bienveillant, me faire des gros câlins, moi, ça me suffit. Donc parfois, je lui dis les vrais problèmes liés au taf ou les trucs, mais souvent, je ne raconte pas parce que c'est des petits trucs qu'il ne comprendrait pas, ça ne servirait à rien. Juste sur le moment, j'ai juste besoin d'affection et de soutien. Ouais. Pas besoin de... En fait, c'est un truc très féminin, c'est... Quand tu te plains auprès d'un homme d'un truc, tu ne te plains pas pour qu'il t'apporte une solution,
tu te plains parce que tu as envie d'être comprise. Qui sont deux choses très différentes. Et souvent, les hommes sont en mode, mais oui, mais du coup, fais tel et tel truc. Et t'es en mode, merci mec. En fait, j'avais déjà les solutions en tête. Je t'en parle parce que j'ai juste besoin que tu m'écoutes et que tu me laisses balancer mon sac. J'ai pas besoin que tu me donnes des solutions, tu vois. Et un mec comme un robot, bah attends, ton problème c'est ça, bah du coup la solution ça va être ça. Oui, mais si je t'en parle, je suis pas teubée, j'ai déjà les solutions, tu vois. Et donc en fait, quand moi je communique mes trucs, je les communique juste parce que j'ai besoin de les sortir. J'ai pas besoin qu'ils me sortent une solution, tu vois. Ouais, c'est ça. En gros, tu te décharges émotionnellement. Allez, hop, je te balance tout. Ça se trouve, tu vas t'énerver. Ça se trouve, tu vas pleurer. Tu dis voilà. Et oui, en après, fait, bon, je suis pas tout le temps. Voilà. Je suis pas tout le temps de mauvaise humeur. J'ai l'impression que je suis une copine hyper casse-couille. Non, mais les moments où ça va pas, quoi. Oui, non, les moments où ça va. Oui, oui. Non, ça là-dessus, c'est un rock. Et c'est très, très agréable. 5 ans de relation. Ouais. Et avec la construction du média. Est-ce qu'il y a eu des moments de crise ou est-ce qu'en fait, juste votre couple a évolué à la vitesse grand V de ce que vous évoluez mutuellement tous les deux en même temps? Ah non, pas du tout. Non, on a eu 3 mois de séparation. D'accord. On s'est séparés pendant 3 mois. Je pensais pas qu'on se remettrait ensemble. Très bien ensemble. Parce qu'au bout d'un moment, moi, j'avais évolué beaucoup trop vite. Donc, j'étais complètement perdue. Je me cherchais. Du coup, j'étais plus bien dans mon couple. Lui non plus. On communiquait pas du tout. Donc, à un moment, il y a eu un mismatch énorme et on s'est séparés. Et parce que moi, j'ai tellement changé en 5 ans qu'il y a des phases où j'avais besoin de me chercher. Tu vois, je sortais beaucoup. À l'inverse, j'allais beaucoup à des événements. D'autres, je travaillais beaucoup. D'autres, enfin, je me cherchais. Et je pense que c'est pas très stable pour un copain qui, lui, ne change pas tant que ça. D'avoir une copine qui change autant, ça doit être fatigant, en fait. Qui te délaisse ou qui est plus là, ou je sais pas. Tu vois. Ouais. Après, t'étais perdue aussi, puis ça avançait tellement vite que... Oui, c'est ça. Enfin, je regrette pas du tout d'avoir été comme ça, parce que si je l'étais, c'est qu'il y avait une raison. Mais oui, non. Après, pardon, mon téléphone. Il y a des phases difficiles dans tous les couples, mais tant que tu sais tant que la personne te rend plus heureuse que malheureuse et t'apporte des choses, c'est que tout va bien. Je trouve ça bien que t'en parles. Des difficultés que vous avez rencontrées, c'est rare qu'il y ait quelqu'un qui ouvertement dise bah aujourd'hui oui ça va bien, mais en fait ça n'a pas toujours été comme ça, on construit le couple et il y a eu des moments de pause. Bien sûr, mais dans tous les couples il y a ça. Parce qu'au bout de 3 ans, 2 ans, 3 ans, l'amour il évolue. T'es plus en admiration constante devant la personne, c'est plus le même amour que les premiers mois. C'est ça. Et en fait la majorité des couples qui se séparent, c'est les couples qui n'ont jamais appris à s'aimer autrement, qui n'ont jamais rien construit ensemble. Et nous, ça avait été notre cas aussi. On n'avait pas de socle commun, en fait, d'objectifs, etc. Donc, au bout d'un moment, quand cet amour-là, hyper passionnel, change, évolue, si tu n'as pas appris à évoluer avec, ton couple, il est foutu. C'est ça. Puis, tu as la phase lune de miel qui se finit, en fait. Parce qu'au début, tu vois que les bons côtés et même les petits défauts, tu te dis, bon, c'est pas très grave. Exactement. Et après, je trouve qu'après, tu apprends à véritablement aimer la personne. Ouais. Et c'est là où tu fais le choix tous les jours de, OK, il y a son défaut, mais j'aime quand même. Et je reste. C'est ça qui est beau. Ouais. Il y a un point que je voulais aborder avec toi, c'est ta maman. Parce que c'est quoi ta relation avec ta mère? Est-ce que vous êtes plutôt proches? Est-ce que... On est hyper proches. Ouais. Ma mère, ça a été pendant très longtemps, ça l'est de moins en moins, parce que j'ai voulu. Mais ça a été un énorme exemple pour moi. Mais énorme, d'une femme qui a extrêmement bien réussi professionnellement dans le salariat, qui peut aujourd'hui, elle pourrait pas avoir un meilleur job que ce qu'elle a, pour te dire le niveau qu'elle a atteint, tout en élevant 3 enfants, en prenant vraiment soin d'elle, en étant sublime. Donc vraiment à tous les niveaux, c'est un vrai modèle. Donc pendant longtemps, ça a été un vrai drive pour moi. Et aujourd'hui, de moins en moins, parce que maintenant, je fais mon bout de chemin et voilà. Mais pendant longtemps, ouais, je suis très très proche d'elle. Ça a été vraiment une très bonne mère. Et puis nous on est une famille très proche les uns entre nous, mais avec ma mère spécialement proche. Ouais. Et les rapports avec ton père sont plus froids? Non, très proche aussi. Ouais, très proche. Ouais, très proche aussi. J'ai beaucoup en caractère de mon père aussi. J'ai un vrai mélange de mes 2 parents. J'ai ce côté très sensible, hypersensible de mon père. Et donc avec mon père, quand je suis avec lui, j'ai l'impression que je suis un enfant de 3 ans. Enfin, il me traite comme un enfant de 3 ans. Ah oui. Comme si j'avais pas grandi. C'est assez marrant. Et donc, non, je suis très proche de mon père aussi. Juste, j'habite plus avec lui depuis que j'ai 7 ans, mais je suis très proche de lui. Vous avez quand même réussi à on est très proche de lui. Et ta mère, tu vois, tu dis c'est une source d'inspiration. Je me dis, quand tu étais petite, voilà, ou même adolescente, mais est-ce qu'à un moment donné où tu dis souvent, elle t'a transmise en fait cette envie, tu vois, d'y aller ou de se surpasser, parce qu'elle a réussi, elle a élevé 3 enfants seule, on sent de l'admiration. Est-ce qu'il y a eu un moment donné, petite ou plus jeune, où tu as réalisé
ta mère, elle t'a inculqué soit parce qu'elle a fait, alors outre le fait de vous avoir éduqués tous les trois, mais tu vois, je sais pas, une petite action un jour dans la vie de tous les jours, ou parce qu'elle t'a dit une morale. Est-ce qu'un jour, il y a un truc qui t'a marqué, où elle t'a dit quelque chose et tu t'es dit, je veux avoir cette mentalité-là, je veux faire comme... Il n'y a pas eu de jour spécifique, c'était une répétition non-stop. Et l'exemple qu'elle montrait quand il y a des échecs, en fait, tu vas t'en remettre. C'est toujours une opportunité pour avoir des choses merveilleuses que tu n'aurais pas eues s'il n'y avait pas eu ce problème-là. Très à l'américaine, en fait. Très positive, optimiste. Toujours aller au bout des choses, que tu ne peux rien avoir sans effort. Enfin, tu vois, c'est très cette mentalité-là. Il n'y a jamais eu un déclic. Ça a été juste une éducation répétée et elle-même par l'exemple qu'elle montrait de ça. Elle est fière de toi aujourd'hui ? Ouais. Ouais. Ah ouais. Toi, t'es fière de l'avoir rendu fière finalement. Oui. Même si t'as commencé à prendre un autre chemin que ce qu'elle voulait au départ. Ouais, je suis très fière de l'avoir rendu fière, ouais. 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 Ok. Non, mais ça me fait rire parce que je trouve les mamans, c'est tellement porteur, tu vois. Et quand tu as un fort lien avec elles, ça peut être porteur et en même temps, ça peut être traite parce que du coup, tu veux pas les décevoir. Et c'est exactement ce que tu as dit. Du coup, tu avais ce côté très perfectionniste. Ouais. Est-ce que tu l'as toujours, ce côté perfectionniste ? Oui et non. Oui, enfin, plus maniaque que perfectionniste. C'est-à-dire que j'aime bien quand tout est bien fait, tout rangé, tout carré, parce qu'en fait, sinon, ça me donne une charge mentale. Ok. Inutile. Mm. Donc, j'aime bien être organisée, carré, un peu maniaque. Comment tu gères comment tu gères ton hypersensibilité ? Parce qu'en vrai, il y a plein de trucs qui sont liés dans tout ton discours depuis le début. Ouais. Et je me dis, comment tu le gères quand tu entreprends, quand tu es sur les réseaux, mine de rien, quand tu es exposé, quand tu rencontres des gens ? Parce que la charge que tu prends, en vrai, on ne se rend pas compte, mais l'énergie que tu absorbes des autres, du coup, ça te fatigue aussi. Comment tu fais ? Je pense qu'il y a un mélange du sport. En vrai, en prenant soin de moi. Sport, sommeil, les ongles, les trucs, enfin des trucs débiles, mais en prenant soin de toi. Plus tu vas bien, plus tu es solide, plus tu arrives à accumuler des choses. Et puis moi-même, du coup, j'absorbe beaucoup des autres, mais j'ai des gens qui absorbent aussi beaucoup de moi. J'ai entre mon conjoint et une de mes meilleures amies, et maintenant je vois une coach aussi, où il m'apporte beaucoup plus que ce que je leur apporte. Tu vois, je pense à ce niveau-là de décharge émotionnelle. Ouais. Est-ce que tu avais été voir une psy à l'époque ou une coach, tu vois, au moment où, même peut-être plus jeune, mais au moment où le média explose, est-ce que tu as suivi un peu une thérapie, je sais pas, pour parler de peur, de doute Oh, pas du tout. Non, j'ai vu plusieurs psys quand j'étais plus jeune, quand mes parents sont séparés, ils avaient été nullissimes. Et donc, j'étais pas hyper. Je trouvais que ça ne servait pas à grand-chose. Et surtout, la majorité des problèmes, je les ai résolus par moi-même. Non, en revanche, là, je vois une coach depuis 3 mois qui m'a été recommandée par quelqu'un en qui j'ai extrêmement confiance, qui, lui, m'avait dit oui, moi, ça m'a aidé de vachement de problèmes, elle est top, prends-la. Et effectivement, ça m'aide beaucoup et j'adore. Elle te fait réaliser beaucoup de choses. C'est très sain, très bienveillant, très dans le corps et la tête sont reliés, l'inconscient derrière et tout. Enfin, et moi, ça m'a fait avoir des vrais résultats pour le moment que je vois de plus en plus. Donc, moi, je me fais accompagner et j'ai besoin. Et je l'ai pas fait parce que je l'allais pas bien, justement. Je me suis dit, j'ai envie de me faire accompagner parce que comme tout va bien, au moins quand il y aura des moments plus compliqués, ce sera plus facile pour me relever. Mais c'est ça, la plupart des personnes, elles attendent le moment où elles vont craquer pour se dire je dois consulter. Ce qui est pas bien. Il faut y aller avant. En fait, c'est au moment où ça va bien, au moins comme ça, t'anticipes. Et il faut trouver quelqu'un qui est adapté pour toi, ce qui est pas évident. C'est ça. Ouais. Faut en faire plusieurs pour trouver. À moins que le premier, tu trouves direct et tu sens que le feeling... moi, généralement, quelqu'un en qui j'ai hyper confiance me dit que cette personne a été géniale parce que ça l'a vraiment aidé sur lui, sur X et Y truc. Moi, c'est bon, ça me suffit. Ouais, tu vas. Ouais. Après, tout dépend du feeling, encore une fois, quand tu l'as au moment... Ouais. T'as un exemple là, récent d'une prise de conscience qu'elle t'a fait avoir et d'un changement qu'elle a suscité ? Ouais. Vendredi, quand j'allais pas bien, sur différents sujets, il y a un sujet, c'est parce que je m'étais fait une projection et une idéalisation d'un truc que je voulais absolument avoir. Et j'étais vraiment pas bien parce que j'avais réalisé que je ne pourrais jamais l'avoir. Et en fait, elle m'avait dit, là, t'es pas mal parce que t'as pas la personne, ou le projet, ou ce que tu t'étais mis en tête, qu'importe. Parce que c'est valable pour tout. Elle me dit, là, t'es mal parce que parce que la projection de ce que tu voulais avoir, ce fantasme, cette idéalisation, tu ne peux pas l'avoir. Mais en soi, c'est pas pour autant que tu es en train de perdre le travail que tu es en train de faire sur le truc, que tu es en train de perdre la personne si c'est une personne en question.
Ça ne dépend que de toi. Si tu veux arrêter le projet, arrêter de voir la personne, enfin, qu'importe, en fonction de ce que c'est lié. Mais en revanche, tu as juste perdu ce fantasme. Et quand j'ai réalisé ça, dès le lendemain, j'allais beaucoup mieux parce que j'ai réalisé, en fait, effectivement, que je n'avais pas passé autant de temps et je ne m'étais pas accrochée sur un truc de manière inutile parce que le truc est toujours là. Ça dépend que de moi s'il est toujours là. J'étais juste pas bien parce que ce que j'aurais aimé de ce truc-là ne peut pas se faire. Mais c'est pas pour autant que je dois passer d'un extrême à l'autre. Ce que font beaucoup de gens, et même d'ailleurs dans les relations amoureuses, je sais pas, tu veux être avec quelqu'un, t'idéalises le fait de vouloir être avec la personne et tu peux déjà être proche d'elle en étant en amitié, en la fréquentant, qu'importe, mais t'idéalises un truc que tu vas avoir. Et quand tu réalises que tu peux pas voir la personne de la façon dont tu voulais l'avoir, t'es au bout de ta vie et généralement les gens cut et arrêtent de voir la personne. Ouais. Et si la relation que tu avais avant t'apporte du bonheur et un truc qui t'apporte plus de choses que ça ne t'en enlève, pourquoi tu vas cutter? Juste parce que la projection que tu t'étais mis de la personne, tu peux pas l'avoir. Mais t'as pas besoin de passer d'un extrême à l'autre. Tant que ça te rend heureux et que c'est pas toxique. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais complètement. Et en fait, rien que ça paraît évident quand tu le dis. Mais en fait, moi, je l'avais juste pas intégré, tu vois. Et voilà. Donc, c'est plein de trucs comme ça. Et bref. Et donc, plein de trucs où, en fait, elle te fait réaliser des choses, elle te fait te poser des questions. Non, c'est très utile. Moi, j'aime bien. Mais tu vois, là, tu disais, ouais, par exemple, tu as pris l'exemple de l'idéalisation d'une relation potentielle. C'est tout plus facile pour que les gens comprennent. Oui, c'est vrai. Et puis je pense qu'on a tous eu à un moment donné peut-être une idéalisation de quelqu'un. Mais il y a aussi le truc de, au moment où tu vas dans, imaginons, tu arrives à avoir cette personne, ou même la chose que tu veux, à partir du moment où tu vas dedans, et des fois tu l'as, T'en et veux plus. tu l'as tellement idéalisé que tu te dis, en fait, c'est pas du tout ce que je veux. Ouais. Tu t'étais tellement fait un leurre sur la personne, tu l'as tellement imaginé être quelque chose, et le jour où tu es vraiment avec la personne, ou avec t'as vraiment la chose, tu te dis, ah bah en fait, c'était pas vraiment ce que je pensais, ou alors ça me fait pas ressentir l'émotion que je pensais, ou j'ai pas l'impression, si c'était un truc à avoir, d'avoir le statut social que je devais avoir, ou de me sentir mieux. Et là, tu te dis, bah ouais, non. Et là, souvent, tu le jettes, quoi. Ouais, mais ça, c'est l'être humain. Oui. C'est le syndrome de l'objet brillant. Ouais. Et c'est pour ça, mais d'un côté, l'idéalisation, c'est un côté bien, parce que ça peut te driver quand c'est pour des objectifs, voilà, mais ça a aussi un côté un peu traître. Un peu, ouais. Il y a un exo qui est pas mal quand tu idéalises trop quelque chose, ou par exemple que tu te mets trop la pression sur un objectif, ou il y a un truc que tu te dis, c'est en fait de voir les inconvénients à ce que la chose se produise. Par exemple, je sais pas, je veux trop être dans cette relation. Ok, c'est quoi les inconvénients que ça se passe? Bah, je pourrais plus être seule, je pourrais plus profiter, j'aurais moins de temps, ça va me prendre de l'énergie, etc. Et en fait, tu te mets la liste des noms comme ça, de tout ce qui irait pas bien, et tu te refais 50, comme ça, comme ça. Et en fait, au bout d'un moment, ça te crée un déblocage dans ton cerveau, et tu te dis, bah en fait, voilà. Ou sinon, tu te dis, ça serait quoi l'inconvénient que j'ai cette chose? Tu vois, tu le retournes d'une autre manière, et après, ça te permet de enlever un peu l'idéalisation. Oui, complètement. Ou de focaliser sur des défauts de la personne que tu n'aimerais pas du tout en fait avoir au quotidien. Oui. Sur des trucs qui sont rédhibitoires pour toi, ou sur le coup, tu te dis, je suis pas à les accepter, mais en fait, au fond, t'es pas prêt sur le long terme. Et là, pareil, ça t'aide très vite aussi à calmer le truc. Exactement. On arrive vers la fin de l'épisode. J'ai une dernière petite question, peut-être, c'est... On te demande souvent de te décrire. Et moi, je me demande, ok, si là, tu devais te décrire, mais en fonction de ce que tes amis décriraient, des gens hyper proches de toi, ou de ta maman, tu vois, ou ton frère, tu vois, des gens vraiment ultra proches de toi, qu'est-ce qu'ils diraient de toi? Comment ils te décriraient? C'est une très bonne question. Je pense qu'ils diraient que je suis extrêmement ambitieuse, que je vais aller très loin, que je suis très smart, que... C'est une bonne question, putain. Que je suis une daronne avant l'heure. Très bienveillante. Et ouais, et très émotionnelle. Franchement, je sais pas, c'est une bonne question. Parce qu'en plus, comme c'est des gens qui m'aiment, ils vont jamais... Et ici, ils te diraient que je peux encore aller plus loin, qu'il y a des choses qu'il faut que j'améliore. Ça dépend à qui tu demandes ça, en fait. Ouais. Mais tous auraient, oui, quand même, ces trucs de dire ambitieuse, smart et bienveillante, je pense, saine, ouais. Je te sens un peu émue. Ça compte pour toi le regard qu'ils ont sur toi, le cercle hyper proche? T'as envie de les rendre oui, j'ai envie de les rendre fiers. Ça compte vachement pour moi, bien sûr. Mais ça compte. Ouais, ça compte pour moi. Ouais, ça compte. Oui, ça compte. Je vais réfléchir. Et oui, dès que j'ai une bonne nouvelle, même avant moi-même de la réaliser, je les préviens tout de suite, tu vois. Donc si. Non, ça compte parce que comme moi, je les estime, je veux... comme moi, c'est important de les estimer, je me dis que du coup, ça doit être... tu vois ce que je veux dire? C'est une projection qui est débile parce que c'est pas parce que c'est important pour moi que ça va être important pour eux.
Mais je sais pas, j'ai envie de les rendre fiers, ouais. Parce que comme j'ai 22, bon, bientôt 23 ans, ce que je fais à mon âge, Enfin, moi, je connais pas quelqu'un d'autre de mon âge qui fait ce que je fais, donc j'ai l'impression d'être un ovni et de leur prouver que c'est pas que c'est pas du hasard, que c'est... Même s'ils le savent, ils sont tous au courant de ça, évidemment, mais sur ce petit truc de toujours vouloir montrer que t'es bien là, que c'est bien ta place, quoi. Que tu mérites ta place. Ouais. Tu souffres un peu, t'as souffert du syndrome de l'imposteur? Mais plus récemment qu'avant, c'est ça qui est marrant. Ah ouais. Ouais, j'ai une nouvelle la semaine dernière, je peux pas encore le dire parce que je sais pas si c'est sûr, mais si c'est sûr, c'est un énorme truc. Tu le verras peut-être sur les réseaux les prochaines semaines, c'est bien le cas. Et là, je me suis dit, mais en fait, ça, je l'ai grâce au crayon. C'est pas moi, tu vois ce que je veux dire? Alors que c'est un truc qui est pour moi. Et j'étais en mode, mais le crayon, c'est pas que moi. Et enfin, tu sais, ce truc de, en fait, est-ce que je mérite vraiment ça? Parce que aujourd'hui, tout ce que je fais bien, j'arriverais pas bien à le faire sans mes associés. Et oui, j'ai des vraies compétences sur lesquelles je sais que je suis bien meilleure que mes associés. Mais tu vois, une petite remise en question, mais qui est liée en même temps à mon bad général, à la fatigue. C'était un tout. Ouais. Mais ouais, de me dire, en fait, est-ce que, tu vois, ouais. Non, mais j'ai pas de syndrome de l'imposteur, qu'on soit clair. Non, mais parfois, ça m'arrive de me poser des questions. Ouais, de dire, mais tant mieux, parce que j'ai jamais envie de prendre le melon, j'ai jamais envie de... C'est à ce genre de moment que moi, je veux continuer à apprendre, continuer à échouer, continuer à me dire que je suis pas encore au niveau pour ne jamais m'arrêter. Ça te fait progresser. Au moins, tu as toujours envie d'en faire un peu plus, de t'améliorer, et donc c'est un côté positif, quoi. C'est pour ça. Ouais. Tu dirais quoi à la Sixtine qui se regardait dans le miroir au collège, à qui on disait des critiques? Si aujourd'hui tu l'avais en face de toi, là, tu lui dirais quoi? Y a le truc... non, il y a un truc que je lui dirais t'inquiète, plus tard... Enfin non, mais ça, je peux pas dire ça comme ça, mais... On va le dire. Si, je vais le dire dans un traquage. Il y a ce que je dirais qu'à la base, je n'aurais pas forcément dit dans les caméras, mais je lui aurais dit, en fait, t'inquiète pas. Plus tard, c'est toi qui seras... tu seras au-dessus d'eux. T'inquiète. D'une manière de la... Et l'autre truc, c'est que je la prendrais dans mes bras et je la rassurerais en lui disant que la vie est bien faite et qu'elle soit patiente, que ça va aller. Il faut juste qu'elle croie en elle, en fait. Mais ouais, je la rassurerais, en fait. Ouais, tu dirais de continuer. Ouais. C'est Roger. C'est beau. Ouais. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Où tu veux être dans 5 ans? Je veux dire, là, tu te vois où dans 5 ans? C'est une bonne question. Que le crayon ait toujours très bien évolué. Que je sois en 5 ans, que je sois peut-être mariée. Si je suis toujours avec mon conjoint, c'est sûr que je serai mariée, voire même un enfant dans 5 ans. Non, que tout continue à bien se passer. Vraiment, franchement, j'ai pas de souhait spécifique. Je veux juste, à part la santé évidemment de mes proches, juste que le reste continue à bien se passer. Ouais. Et la toute dernière question, promis, après je te libère, c'est un peu un passage de flambeau, un passage de micro, un passage de ce que tu veux. Je demande souvent quelle personne tu me conseillerais d'aller interviewer, que tu connais ou que tu connais pas. Vraiment, c'est libre. Et sur le sujet, tu peux me dire, tiens, telle personne, j'aimerais bien l'entendre sur tel sujet. Une femme qui s'appelle Émilie Daversin, qui a fondé une boîte qui s'appelle VO2 Group, qui est une énorme boîte, et qui est une entrepreneuse incroyable, mais qui n'est pas du tout assez connue aujourd'hui, genre vraiment pas du tout, parce que c'était pas forcément sa priorité et qu'elle adore pas ça, se mettre en avant. Mais qui est l'une des seules femmes que j'admire vraiment dans cet écosystème, qui est très à fond sur la cause des femmes qui entreprennent, qui sont chefs d'entreprise. Et elle, je pense qu'elle aurait beaucoup de choses à dire, soit sur l'entrepreneuriat féminin, sur le management, sur plein de sujets en vrai. Ok, ah trop bien. Ok, bah super. Et bah écoute, je te remercie. Merci à toi. Est-ce que tu veux rajouter un petit mot de fin? Est-ce que tu veux dire quelque chose? Ou c'est bon pour toi? À part le fait qu'il faut que n'arrête pas les initiatives comme ça, ça va t'emmener loin, ça je reste convaincue. Rien d'autre. Merci, c'est gentil. Ça m'émeut. Merci beaucoup. Puis de toute façon, je dis toujours, c'est avec le culot et quand on ose on a les choses et voilà, il faut continuer quoi. Parce que t'as rien à perdre, à pas le faire. Mais c'est exactement ce que je dis. Mais tu vois, je sais plus, je disais à quelqu'un, ouais, j'ai réussi à avoir 16. J'ai appelé ma maman, je dis, ouais, c'est bon, ça fait 1 an et tout. Et je lui dis, tu vois, maman, je continue, hein, je m'en fiche de toute façon. Et un jour, il y a quelqu'un qui me dit, bah dis donc, t'as eu du culot quoi. Et j'ai vraiment réalisé cette personne, mais naturellement, je lui dis, bah quand t'as rien à perdre, en vrai, t'y vas quoi. Ah, c'est vrai, c'est très vrai. On reste là-dessus. Oui. Et bah merci beaucoup. Merci à toi. Et bah à la prochaine. Oui.